Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle session d'information sur votre télévision interactive. L'actualité de ce jour, 7 janvier 2022, est principalement dominée par le discours de politique générale du Premier ministre. Lassina Zerbo a présenté la quintessence de sa politique générale fondée sur 4 grands axes qui ont trouvé l'assentiment de la majorité des députés. Sur ce plateau, dans un instant, nous échangerons avec Bernard Bougman, chef de desk politique de 3TV et Watt FM, sur les engagements avancés par le Premier ministre. Dans ce 20h également, nous parlerons du monument de Bobo Dioulasso représentant un silure emblème de la ville de Sia. Face aux critiques grandissantes, le maire de la commune a annoncé ce matin la reprise du monument pour mieux faire correspondre aux préoccupations des citoyens. Nous démarrons avec ce qui constitue l'essence même de l'actualité de ce jour. Le Premier ministre Lassina Zerbo, nommé le 10 décembre dernier, a présenté ce vendredi 7 janvier 2022 sa politique générale à la représentation nationale conformément à l'article 63 de la Constitution. Dans sa déclaration, Lassina Zerbo a partagé avec les députés les grandes priorités de son gouvernement dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance politique. La question sécuritaire, la réconciliation nationale, le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine et la lutte contre la corruption sont les priorités du Premier ministre. Sarata Seri et Maxime Jean-Eudes de Bambara. Nos priorités, nous les connaissons. Et nous devons les mettre en œuvre assez rapidement au bénéfice de nos populations. Et trop souvent, nos actions ont été réduites à la gestion de crise et des urgences. Mais nous devons savoir nous projeter dans le long terme. Nous devons apprendre à planifier une politique économique, apprendre à identifier les potentiels de croissance futurs et savoir faire l'analyse des futurs possibles à des fins de détermination stratégique de l'action publique. En somme, de définir ensemble une ambition bâtie autour d'une vision qui transcende les générations. C'est pourquoi j'ai inscrit en bonne place la question de la prospective et de la veille stratégique au cœur de ma politique. Pour la concrétisation de cette vision prospective, notre pays va avoir besoin d'une politique étrangère forte, efficace, habile à contracter des alliances solides et diversifiées dans les domaines politiques, militaires, économiques, scientifiques et technologiques. Dans ce sens, mon gouvernement va particulièrement s'atteler à bâtir et renforcer des relations extérieures à même d'accélérer la transformation du Burkina dans la paix, la sécurité et dans le respect de sa dignité. Pour ce faire, il apparaît indispensable d'orienter notre politique étrangère autour des piliers ci-après. Le leadership affirmé de notre pays dans les organisations d'intégration régionale pour favoriser le développement de projets régionaux structurants. Une diplomatie qui exploite les avantages que peut représenter la diaspora en termes de force de proposition et de partage des meilleures pratiques internationales dans nos secteurs prioritaires. Une diplomatie publique, à l'écoute, qui communique sur nos choix et qui renforce l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Dans le contexte qui est le nôtre, vous conviendrez avec moi et mon gouvernement qu'aucun acte positif posé, aucun indicateur sectoriel amélioré n'aura assez de reconnaissance de la part de nos concitoyens tant que la situation sécuritaire restera volatile, incertaine, sans victoire probante. Seuls compteront véritablement demain les solutions durables sur le front sécuritaire. Nous sommes un gouvernement de combat, un gouvernement de guerre, vous l'avez dit, avec des objectifs très clairs. Nous mènerons le combat avec la contribution de tous. Je tends donc la main à vous, représentants du peuple. Je tends la main aux partenaires sociaux, aux forces vives et à tous les Burkinabés de l'intérieur et de la diaspora pour que chacun s'implique le plus sincèrement possible dans les chantiers de sécurisation et de transformation de notre pays que je vous propose.
Comme annoncé, Madame, Monsieur, nous recevons Bernard Bougma, le chef de desk politique de Tri TV et Watt FM pour parler du sujet. Bonsoir Bernard. Bonsoir Cynthia. Vous venez donc de découvrir un extrait du discours du Premier ministre, un discours qui fait environ 42 minutes et qui décline les quatre axes principaux de gouvernance du chef de l'État. Dans la forme, que peut-on retenir de ce grand oral? En tout cas, dans la forme, pour ceux qui ont suivi au niveau de la télévision, on a un Premier ministre, le docteur Lassina Zerbo, qui est bien fringué dans une veste croisée. C'est comme ça qu'on appelle ce type de veste, une veste croisée. Alors, un coup avec une couleur gris goudron pour m'exprimer ici, assorti d'une cravate rouge, en tout cas qui rehausse l'éclat de cette solennité devant les députés, parce que c'est un moment solennel, c'est un instant solennel et vous êtes face à des personnalités qu'il a fait dans 45 minutes, juste un temps, parce que ça veut dire également qu'on n'a pas assez de temps, c'est un gouvernement de combat, moins de paroles et beaucoup plus d'action, donc 45 minutes qui n'a pas épuisé les 1h30, donc les faveurs que l'Assemblée nationale lui a accordées, donc il est resté dans 45 minutes, mais qui est aussi parti à l'essentiel sur les 4 axes dont je reprends, donc le retour de la paix et de la sécurité dans la consolidation de la résilience, ensuite le retour des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine, la réconciliation nationale, donc, et le quatrième axe c'est la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Donc si je résume, nous allons sécuriser le Burkina Faso et nous allons faire la promotion de la bonne gouvernance, mais avant l'entame de son grand oral là, qui est le discours de politique générale, différent du discours sur la situation nationale, parce que ça c'est la déclaration de politique générale DPG qui est différente du discours sur la situation de la nation. Et donc cet exercice est voulu par l'article 63 de la Constitution qui veut que le Premier ministre présente son discours de politique générale. Ça doit être sanctionné par l'Assemblée nationale par un vote d'approbation. À défaut, il est renvoyé et le chef de l'État a 8 jours pour pouvoir nommer un nouveau Premier ministre. Et là, Lassina Zerbo a réussi son premier pari. Dans les éléments de forme également, je note qu'il s'est adressé aux députés en commençant par souhaiter les meilleurs vœux à travers des langues nationales. Alors, vous l'avez dit, il a réussi son pari. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot sur les résultats? Justement, nous avons 103 pour, 0 contre et 24 abstentions. Est-ce qu'on peut dire que c'est un vote réussi, passé haut la main? Oui, passé haut la main, parce que quand on regarde les représentations à l'Assemblée nationale, la majorité ici est embarquée, personne ici est opposé. Et maintenant, les députés de l'opposition ont préféré, comment on appelle ça, s'abstenir. Ça veut dire que il y a un bénéfice du doute qui est donné. Donc, dans le doute, abstiens-toi. On n'est pas sûr que tu pourras faire mieux, mais on pense que tu peux faire mieux. Mais en attendant, je regarde, donc je préfère m'abstenir. Mais je ne suis pas contre. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne majorité qui est d'accord. Il y a une partie également qui doute, mais certainement on pourra mieux apprécier le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. D'accord. Alors, on a un point qui revient, qui est un point très important pour tous les Burkinabés. Il s'agit donc du volet sécuritaire. Le Premier ministre, il a annoncé la mutualisation des actions entre les groupements des forces de défense et de sécurité, la prospective et la veille stratégique. Il est aussi revenu sur l'effort de guerre annoncé par le président du Faso. Est-ce que vous pensez que ces différentes annonces sont à la hauteur des attentes des Burkinabés? Les annonces sont à la hauteur des attentes des Burkinabés. Parce que ce n'est pas seulement que ça. Il y a aussi la volonté de relire les lois qui encadrent les VDP. Parce que la loi qui encadre les VDP dit dans ses dispositions que les VDP ne doivent agir que dans leur terrain. Alors qu'aujourd'hui, on voit des VDP qui sortent de leur territoire d'origine, qui sécurisent et qui vont au-delà de leur lieu. Donc, qui traversent des localités qui ne sont pas les leurs normalement. Ensuite, il n'est pas permis aussi aux personnes, aux VDP, à des personnes qui sont dans d'autres localités, mais qui voudraient se faire enrôler comme VDP, de venir pouvoir le faire. Là, c'est la prudence qui avait guidé ce choix. Que ce soit des natifs de la localité pour éviter effectivement cette infiltration, parce qu'on ne sait pas qui peut venir avec quelle intention. Donc, ça, c'était déjà ça. L'autre aspect, c'est aussi la relecture de la loi portant programmation militaire, parce que ces deux lois-là ont déjà fait du chemin, ont déjà montré des limites et qu'il faut revoir. Troisième revue aussi, c'est la loi qui porte sur les pupilles de la nation. Ça demande également à être revu pour plus d'efficacité. Ça, c'est déjà le dispositif à voir sur le plan législatif. Alors, l'autre aspect sur les questions de sécurité,
sécuritaire, c'est aussi la volonté de mettre de l'argent dans le développement. Il y a déjà le plan d'urgence sur le Sahel qui est en avance, le POSUD. Mais il y a aussi le programme d'appui au développement des économies locales. Et donc, à travers effectivement ces deux entités, le Premier ministre annonce qu'il y a 20 milliards qui vont être, 20 milliards 447 millions de francs CFA qui vont être éjectés dans le plan d'action et de renforcement de la résilience des populations de l'axe Guibo, Piobe, Mengao. Plus de 58 milliards qui sont déjà mobilisés, comme on appelle ça, sur l'axe Ouaga, Kaya-Dori. Parce qu'aujourd'hui, l'axe Kaya-Dori, il faut travailler, il faut faire un effort pour ne pas perdre l'axe là. Parce qu'il y a déjà des tentatives par rapport à ce axe-là. Il y a plusieurs autres axes. Je ne pourrais pas passer mon temps à citer effectivement ces intentions-là. Mais déjà, j'ai dit, c'est rassurant dans le discours. Reste à savoir, par rapport maintenant à la mise en œuvre, par rapport à des actions concrètes, est-ce que l'argent est déjà mobilisé et disponible pour travailler? Est-ce que notre lenteur administrative va faciliter plus de célérité dans l'exécution comme on appelle ça, des actions? Est-ce qu'on aura également la vigilance de choisir des entreprises crédibles et capables d'assurer dans les délais? Parce qu'il y a tout ça pour pouvoir rassurer les populations. Donc, non seulement il y a un dispositif organisationnel, il y a un dispositif d'appui par rapport au développement qui, de mon point de vue, rassure. Maintenant, on attend les résultats terrain. Mais comment on appelle ça, pour terminer sur ces questions sécuritaires, c'est aussi qu'il dit on a une stratégie, mais on ne la dévoilera pas parce qu'on ne peut pas dévoiler cette stratégie-là devant l'Assemblée nationale. Il dit, je ne doute pas de la qualité de cette auguste Assemblée, mais nous sommes suivis à Mondovision et je ne voudrais pas prendre ce risque. C'est quand même responsable aussi, je pense. On a également un autre point qui est très important pour les Burkinabés. Il s'agit donc de la corruption et c'est le dernier point parmi les 4 axes. Et donc, le Premier ministre, il a aussi annoncé plusieurs mesures dans ce domaine. Il a parlé de la promotion par le mérite au sein de l'administration publique. Et est-ce que vous pensez, de votre regard donc d'expert, est-ce que vous pensez que cette mesure peut arriver à bout de la corruption et de la lenteur administrative? Vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs de lenteur administrative. Est-ce que c'est une mesure qui peut arriver à bout de ces mots? Ce sont des outils de gestion. Donc la promotion par le mérite, c'est des outils de gestion de management. C'est ce qui manque à notre administration publique, qui a effectivement une longue tradition derrière elle. La réalité aussi, c'est qu'au niveau du privé, ces outils-là marchent et c'est efficace. Maintenant, pour pouvoir faire appliquer ça au niveau du public, ça pose véritablement problème. Pourquoi? Parce que le moule, donc, par lesquels les agents de l'administration publique sont passés, il y a moins ces choses-là au niveau des curricula. Et au niveau de l'ENAM, le nouveau directeur général qui est arrivé, le professeur Awalou, s'est rendu compte qu'il faut améliorer sur ce plan-là. Donc, il y a d'abord une culture de l'expérience à promouvoir. Il y a des agents méritants déjà à promouvoir. C'est déjà fait dans certains domaines. J'ai vu au niveau de la direction générale des impôts que les méritants ont été effectivement sérieusement récompensés. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut arriver effectivement à créer des émules, à créer effectivement des champions de la bonne gouvernance, à lutter contre la corruption, à travailler à régler la question de la lenteur administrative. Vous prenez l'administration burkinabé, on a de très bons textes qui font pâlir d'autres pays, qui viennent calquer sur nous, mais qui obtiennent plus de résultats que nous. Parce que quoi? On doit aussi travailler sur notre mental. Et ce n'est pas seulement les textes, il faut également travailler sur le mental pour qu'on pense plus aux résultats, mais qu'on ne pense pas corporation, pour qu'on pense État, mais qu'on ne pense pas gouvernement. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux, nous les Burkinabés, qui confondons l'État à un gouvernement. L'État reste, le gouvernement est passager, il y a un membre d'un gouvernement à une durée de vie. Un gouvernement, c'est fait d'hommes et de femmes qui ont une durée de vie dans l'exercice de leurs fonctions. Un État est éternel. Donc, nous, on confond tout. À un moment donné, on a un problème avec un membre du gouvernement, on croit pouvoir lui régler des comptes et on règle des comptes malheureusement à l'État, qui est sacré. Donc, je pense que ces erreurs-là ne facilitent pas les choses. Mais ça, c'est un travail mental, sur le plan mental, de la prise de conscience, mais c'est déjà commencé à travers les centres de formation professionnelle, à travers les écoles de l'État, mais aussi à travers déjà les pépinières qui sont dans les écoles primaires et supérieures qui sont en train d'effectivement... À travers aussi peut-être la mise en application des lois, parce qu'on le dit, ce ne sont pas les lois qui manquent au Burkina, mais c'est la mise en application qui pose un problème. Ah oui, comme au niveau des ministères aujourd'hui, demander dans les ministères à quand date la tenue d'un conseil de discipline. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de manquement, mais les conseils de discipline ne sont même pas régulièrement tenus, parce que dans leur forme, pour les tenir, c'est très compliqué.
conséquence, il n'y a pas de sanction. Donc, comme vous ne pouvez pas sanctionner sans passer par le principe du conseil de discipline, vous le faites, c'est illégal, l'agent est rétabli, même quand il est fautif. D'accord, dernière question pour vous, Bernard. Nous allons parler du Forum national sur la réconciliation qui a annoncé se tenir pour au plus tard en avril 2022. Est-ce que vous pensez qu'à cette date, c'est jouable? Bon, personnellement, je mets des réserves pour plusieurs raisons. Bon, l'une des réserves, c'était que l'opposition avec laquelle apporte, mais pendant les réponses aux questions, le Premier ministre a donné cette nouvelle que l'opposition revient sur la table, effectivement, de discussion par rapport à la réconciliation nationale. Mais dans le calendrier du gouvernement, le procès Thomas Sankara devait commencer pratiquement en juin pour prendre fin en décembre, le forum étant fixé en février parce que apparemment c'est des agendas qui sont plus ou moins collés. Parce qu'il faut maintenant, après ce jugement et après un certain nombre de démarches, aboutir au forum. Le forum naturellement arrivera à des conclusions, peut-être des grâces, peut-être des amnisties, et maintenant ceux qui sont chargés de l'exécution vont actionner les leviers pour pouvoir les exécuter. Donc, pour faciliter aussi le retour de ceux qui ne sont pas là, faciliter aussi le deuil des parents pour certains dossiers et faciliter aussi l'évacuation judiciaire ou arranger de certains dossiers. Maintenant, au plus tard avril, fin premier trimestre, j'attends de voir. Parce que nous, au Burkina, on est très fort au niveau des lenteurs et on est très procédurier. Ce qui fait que parfois on est coincé par les procédures. Donc c'est ce qui fait que je mets un peu de réserve. Mais je ne suis pas dans son calendrier, ni dans celui de Zéphirin Diabré qui s'en occupe, ni dans celui du chef de l'État qui en a fait une volonté, ni dans la disponibilité et la sincérité des acteurs ou de la qualité du processus. Ce qui fait que je mets des réserves par rapport à la tenue effective au plus tard en avril. Quand bien même je reconnais que par rapport à l'état des travaux déjà effectué, c'est jouable. Mais on a une façon de faire au Burkina qui fait qu'à un moment donné, ça peut jouer sur les délais. D'accord. Merci Bernard Bougma pour toutes ces réponses d'experts. Et puis un rappel, vous êtes le chef de desk politique de Tri TV et Watt FM. Vous restez avec nous pour découvrir donc la réaction de quelques députés après avoir pris connaissance de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Il faudra féliciter le Premier ministre parce qu'il est dans le délai, comme les textes disent, les 30 jours avant, et il est resté dans ça. Il a su décliner le contexte. Quel contexte? Vous le savez très bien. Et quand il parle d'énergie, nous parlons d'industrialisation. On ne pouvait pas développer avec l'électrification. L'électrification, c'est tout autre chose. L'énergie, c'est tout autre chose également. Donc, il a su faire la part des choses. Et le fait de mettre au centre de ses préoccupations la réinstallation des déplacés, je pense que c'est déjà une très grande chose. Il faut dire que c'est un bon discours. On l'a tous écouté. Et il a un peu touché tous les domaines. Du social à la sécurité, c'est bien. Mais on va attendre voir, on va lui accorder en tout cas des crédits pour voir comment il va dérouler ce programme-là et comment il compte mener à bien toutes ces, ces grands points qu'il a soulevés, parce qu'il y a 4 grands axes là-dedans. On va attendre voir. Nous avons maintenant apprécié le contenu de sa déclaration. Il a particulièrement insisté sur la sécurité et le problème des personnes déplacées internes. Il s'agit d'une déclaration qui est, il faut le dire, qui est ambitieuse. Mais le plus important ici, c'est les urgences du moment. Et nous pensons qu'il a particulièrement insisté sur les urgences du moment. Et pour nous, comme certains honorables députés l'ont dit, nous ferons le bilan dans les 6 mois ou dans les 1 an donc à venir pour voir quels sont les pans de sa déclaration qui ont pu être mis en œuvre. Ce n'est qu'un discours de politique générale. Le Premier ministre a dégagé les grandes lignes de sa politique générale. Et nous prenons acte. Ce qui est bien à dire, c'est que nous avons compris qu'il a compris que la priorité des priorités reste la recherche de paix et de sécurité pour les peuples meurtris. Il a mis l'accent sur cela.
nous l'attendons sur le terrain. Malheureusement, nous savons que depuis 6 ans, à chaque fois, ils font des déclarations. Ensuite, ils plongent eux-mêmes dans le laxisme et dans la corruption. Et ce serait dommage. Et cette fois-ci, je pense qu'ils jouent leur dernière carte. Il a abordé les grandes préoccupations des populations et il manque les moyens humains et financiers pour le mettre en œuvre. Bon, et avec en tout cas l'accompagnement des uns et des autres et aussi avec l'amélioration de la situation sécuritaire parce que tout est dépendant de ça. Si nous avons la paix, ça peut être réalisé et je pense bien que chacun doit prier pour cela parce que le Burkina ne peut être paisible qu'avec l'accompagnement de tous. Toujours en rapport avec cette actualité, vous n'ignorez pas qu'au Burkina Faso, il est coutume que le Premier ministre présente sa feuille de route à la représentation nationale dans un délai de 90 jours à compter de sa nomination. Lassina Zerbo n'a pas dérogé à cette tradition. Ce vendredi 7 janvier 2022, il était face aux députés pour ce grand oral, un moment décisif pour la construction du pays, mais qui visiblement n'interpelle pas beaucoup les Ouagalais. Écoutez la réaction de quelques-uns d'entre eux au micro de Saint-Joël Kouma. On ne voit plus rien de concret. De nos jours, tout ce que le gouvernement nous en parle, il n'y a rien qui est fait. Donc on en a marre. Bon, actuellement, chacun se cherche. Donc on a assez écouté les discours, les promesses, et rien n'est fait. Donc actuellement, nous, on se consacre maintenant juste à ce que nos familles mangent seulement. On n'a plus besoin d'écouter leurs discours. Personnellement, je n'ai pas suivi le discours d'orientation politique du Premier ministre. Alors, je peux dire d'autant plus que ça ne m'a pas retenu l'attention. Ça ne m'a pas retenu l'attention du fait que nous avons toujours enregistré plusieurs premiers ministres qui sont passés avec des discours d'orientation, mais dans les faits et dans les actes, on n'a pas eu grand changement. Donc pour moi, ce n'est pas un événement qui me retient l'attention au point de prendre mon temps pour le suivre. D'abord, il parle de l'éducation civique, il dit que ça serait obligatoire dans tous les trucs là, les enseignements. Bon, pour moi, ça veut dire que c'est la question de l'incivisme que je veux résoudre. Voilà, mais pour moi, c'est le problème mal posé. Pour moi, c'est l'exemplarité en fait. Il faut que du sommet de l'État puisse avoir de l'exemplarité. Les grands axes, ils ont parlé de la lutte contre la corruption, le retour de la paix, le retour des déplacés internes chez eux. Et il y a la réduction du train de vie de l'État, un truc comme ça. Et la lutte contre la corruption et les enrichissements illicites. Je pense que c'est globalement ça. Mais bon, dans le fond, ce n'est pas des axes. Parce que la corruption, les enrichissements illicites, tout ça, c'est même la question de l'insécurité, tout ça, c'est lié à la mauvaise gouvernance. Donc, en gros, il fallait simplement dire qu'on allait bien gérer, mais ce n'est pas un discours nouveau. Voilà. Avant lui, il y a beaucoup qui ont fait les mêmes promesses et autres, mais dans le fond, il n'y a rien. Autre actualité à présent, la Commission électorale nationale indépendante à CENI était en fin d'après-midi dans les locaux de l'Office national d'identification ONI. Elle a bénéficié d'un traitement de faveur en ce sens qu'elle a eu droit à une visite guidée des services de l'ONI, ce qui a abouti à la découverte de la méthode de travail de l'institution. Élisée Ouedraogo et sa délégation disaient être satisfaits de cette visite qui entre dans le cadre des relations institutionnelles. Mamidriana Kamabou. Délégation de la Commission électorale nationale indépendante dans les locaux de l'Office national d'identification. Élisée Ouedraogo et ses collaborateurs sont venus s'imprégner des conditions de production de la carte nationale d'identité burkinabé et du passeport ordinaire. Avant de procéder à une visite guidée de service de l'ONI, la CENI a eu droit à la présentation du rôle de cette institution. Après ce bref aperçu, place à la visite de la salle de production des cartes nationales d'identité burkinabé au service de la biométrie en passant par celui des investigations au service de la production des passeports. Tous ces départements ont reçu la délégation. Les responsables de la CENI se disent satisfaits du travail de l'ONI.
Nous avons vu tous les mécanismes de contrôle à la fois biométriques, alphanumériques et également le contrôle qualité qui est effectué par les agents pour s'assurer que évidemment les CNIB qui sortent sont de qualité. Nous avons vu aussi un service qui gère, on va dire, les situations litigieuses pour veiller à ce que évidemment ceux qui ont des situations douteuses, il puisse y avoir également des issues favorables à cela. La carte nationale d'identité burkinabé ainsi que le passeport sont des documents indispensables lors des scrutins. Ces documents donnent également accès au fichier électoral. Et depuis sa création, plus de 14 600 personnes figurent dans la base des données de l'ONU. Parmi ces chiffres, plus de 8 millions ont plus de 18 ans, des personnes en âge de voter. Et chaque année, à chaque échéance électorale, nous fournissons les données des personnes en âge de voter à la CENI à l'effet d'élaborer la liste électorale, de l'actualiser, de l'adapter face à l'échéance électorale projetée. C'est en cela que nous nous réjouissons d'avoir reçu l'équipe de la CENI qui a permis de voir un peu le dispositif de contrôle, le dispositif de production, de contrôle, le dispositif de confection des cartes nationales d'identité et des passeports qui, nous espérons, a rassuré la CENI quant à la fiabilité des documents que nous produisons. Pour l'année 2021 qui vient de s'achever, l'Office national d'identification ONI a produit plus d'1 923 000 cartes nationales d'identité burkinabé. Le 5 janvier dernier, le Brassard Noir, mouvement de la société civile burkinabé, a remis une lettre aux ambassades d'Allemagne et des États-Unis. Dans ces missives, il est question de ramener à l'ordre Ibrahima Maïga et Aminata Sawadogo, des Burkinabés d'origine ayant pris la nationalité de leur pays d'accueil. Tous deux activistes sur les réseaux sociaux, ils sont indexés par le mouvement de faire des posts de nature à saper les efforts de lutte contre le terrorisme et à faire l'apologie des groupes armés. Une de leurs équipes a rencontré ce vendredi le président du Brassard Noir afin de comprendre davantage cette démarche. Abdoulrahim Magnéni. Très actif sur les réseaux sociaux, Aminata Sawadogo, connu sous le nom de Aminata Racho, et Ibrahima Maïga, deux Burkinabés vivant respectivement en Allemagne et aux États-Unis et ayant pris la nationalité de leur pays d'accueil, sont accusés de faire l'apologie du terrorisme et d'appeler à l'insurrection au Burkina Faso. C'est ce que relève le mouvement Brassard Noir, qui estime que les agissements de ces derniers sont inacceptables parce que portent atteinte à l'intégrité du territoire et sapent les efforts engagés dans la lutte contre le terrorisme. Ça fait un certain temps qu'ils sont sur les réseaux sociaux, ils s'attaquent au pays. Quand des activistes, des soi-disant activistes disent que donnent l'information sur un détachement militaire, sur une gendarmerie, pour dire que cette gendarmerie n'a pas de clôture, il y a le nombre d'éléments qui se trouvent dedans, le matériel qui se trouve dedans, non. Je vous prends un exemple, l'attaque de Seitanga. Un, deux, trois messages, ça dit qu'il y a eu une attaque et plus de 40 victimes. L'état-major général des armées était obligé, par un communiqué, de démentir. Est-ce que ça c'est bien? C'est face à ces agissements que le Brassard Noir a adressé une correspondance aux ambassades des États-Unis et de l'Allemagne, leur demandant d'interpeller leurs citoyens à se ressaisir. Nous avons dit que rappeler ce qu'ils sont en train de faire sur les réseaux sociaux et leur demander de ne pas permettre qu'ils utilisent leur sort, leur pays, si beau pays, pour faire l'apologie du terrorisme, pour être le relais des terroristes. Nous avons joué notre rôle constitutionnel. La loi nous permet, notre organisation de société civile, de la veille citoyenne, d'attirer l'attention. Voilà. Et je dis souvent à des gens, qu'ils soient américains ou allemands, même s'ils avaient une autre nationalité interplanétaire, nous allons les interpeller. Aminata Racho et Ibrahima Maïga, même s'ils ont acquis respectivement les nationalités allemandes et américaines, le mouvement Brassard Noir estime que leur stratégie de communication est une trahison de leur pays d'origine. Tu vas te cacher derrière les réseaux sociaux pour souhaiter le pire, vouer une haine à ton pays. À la limite, c'est une trahison. Même s'ils se disent que ils sont des ressortissants américains et allemands, c'est une... Mais justement, s'ils sont plus de Burkinabés, mais qu'ils laissent notre pays tranquille. Qu'ils laissent le pays là tranquille. Nous allons mener tranquillement notre guerre avec la participation des patriotes
des Burkinabés qui se sentent Burkinabés, des patriotes burkinabés qui sont restés. Nous allons accompagner nos forces de défense et de sécurité, nous allons accompagner nos VDP pour mener cette guerre tranquillement. Le président de Brassard Noir a souligné que l'ampliation de la déclaration adressée aux ambassadeurs a été faite au chef du gouvernement, au ministre en charge de la sécurité, des armées et des affaires étrangères. Il a par ailleurs invité les Burkinabés, y compris les hommes de médias, à adopter une communication de crise pour éviter de nuire aux forces engagées dans la lutte contre le terrorisme. La polémique aurait eu raison du monument représentant le cilieu sacré, symbole de la ville d'Ossia. Nouvellement dévoilé au rond-point de la mairie de Bobo-Dioulasso, cette représentation sera déboulonnée. C'est la décision prise par la commune en réponse aux critiques et autres remarques émises sur la qualité de l'œuvre depuis sa découverte. L'information a été donnée ce matin lors d'un point de presse à Joseph Koudgou. Suite à la vive polémique sur les réseaux sociaux et les réactions des Bobolais autour de ce monument représentant l'emblème de Bobo-Dioulasso, le bourgmestre de la ville sort de son silence. Il faut dire que ces cellules telles que présentées est un cellule émergent. Et un cellule émergent, ça voudrait dire tout simplement Bobo sort la tête de l'eau et les cellules, il a sauté de l'eau. Alors il se trouve que sa queue est toujours implantée, n'est pas totalement sortie de l'eau. C'est pour ça qu'on ne voit pas la queue et ça signifie tout simplement Bobo en devenir Bobo émergent. Aujourd'hui, la polémique qui entoure cette affaire, nous sommes, personnellement je suis surpris parce que nous avions reçu des félicitations de Bobolais de l'intérieur comme de l'extérieur, qui ont trouvé qu'on a réalisé une infrastructure quand même très représentative de la ville. Alors, ces derniers temps, je pense que des gens sont venus de façon intentionnée prendre la photo de profil. Vous voyez les cellules de ce côté, quand tu regardes, c'est bien présenté par là. Alors, il se trouve que la personne a dû prendre de l'autre côté et travailler, comme vous le savez aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a travaillé la photo pour présenter autre chose aux populations. Et nous avions un jeune qui est venu aussi prendre le monument de son bon côté et qui a su le présenter. Et en ce moment, les gens nous ont appelés, les personnes bien sensées, pour dire mais la présentation qui a été faite réellement, pourquoi nous n'avons pas communiqué là-dessus? Nous avons dit voilà, c'est comme ça, on ne voulait pas tout simplement polémiquer. Au regard des différentes interpellations, la mairie a pris la décision de faire reprendre le monument. La commune a réalisé ce rond-point au profit des populations. C'est pour donner la joie, c'est pour vraiment rendre Bobo belle. Si vous réalisez une œuvre pour la population et que cette population, par des interprétations que je me garde de juger, alors trouve que ça peut un peu gêner certaines personnes, alors je pense que nous allons travailler à revoir ça, à savoir enlever ce monument pour le remplacer par les cellules emblèmes même de la ville. Pourquoi ériger un monument représentant un cellules à la place Daniel Ouezin Koulibaly? La raison est toute simple selon le premier responsable de la commune. La maquette qui nous a été présentée avait donné un cellule sur cette forme, c'est vrai. Et c'est après discussion qu'on a trouvé qu'il fallait avoir un cellule émergent pour que ça puisse sortir. Bon, ça pouvait être aussi le bus de Daniel Ouezin Koulibaly. Il n'est pas dit qu'à toutes les places il faut forcément mettre. Peut-être ce sont des propositions un jour, même si c'est des effigies, quelque part, l'effigie on peut le mettre quelque part à l'intérieur. Ça ne gêne pas l'emblème qui représente tout le monde. Et le maire de préciser que contrairement aux rumeurs propagées sur la toile, les 70 millions de francs CFA ne correspondent pas au coût de la réalisation du monument, mais le montant total du budget alloué à l'ensemble des travaux sur la place Ouezin Koulibaly. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour féliciter l'entreprise en charge de la réalisation des infrastructures. Actualité internationale. Au Soudan, au moins 2 personnes ont été tuées jeudi lors des manifestations contre le régime militaire dans diverses régions du pays. Un bilan qui porte à 60 le nombre de manifestants tués depuis le début des mouvements de protestation hostiles à l'armée en octobre dernier. Ces manifestations qui appellent à un régime entièrement civil ont connu un regain après la démission du Premier ministre Abdallah Hamdok.
Des dizaines de Soudanais dans la rue réclamaient le retour du pouvoir aux civils depuis que le Premier ministre Abdallah Hamdok a démissionné le 2 janvier dernier. Jeudi, ces rassemblements étaient visibles dans la capitale Khartoum. Les manifestants ont tenté de se rapprocher du palais présidentiel et du QG de l'armée avant d'être repoussés par les tirs de gaz lacrymogène. Hors de la capitale, les Soudanais ont manifesté à Port-Soudan dans l'est, à Atbara dans le nord et à Wad Madani dans le sud, selon des témoins. Depuis quelques semaines, les militants pro-démocratie qui avaient participé au soulèvement populaire contre l'ancien président Omar el-Béchi multiplient les appels à la révolte contre le pouvoir militaire du général Al-Bourhan. Ce dernier a refusé une médiation de l'Union africaine dans la crise qui secoue son pays, plébiscitant des solutions internes. Pour ce qui est du remplacement de l'ex-premier ministre, l'armée dit avoir la capacité de protéger la transition jusqu'à l'établissement d'un état civil démocratique au Soudan. En attendant, la rue continue de gronder au Soudan. Fin de ce 20h, je vous laisse en compagnie de Bessogré, John William Somda et ses invités décodeurs pour Sport 3. Bonsoir.